est de retour dans la grande édition de TV7. C'est l'heure de notre grand débat consacré ce soir à l'isolement des personnes âgées. Plus tôt dans la semaine, l'association Petits Frères des Pauvres a publié des chiffres préoccupants. 750 000 seniors en France sont en situation de mort sociale, c'est-à-dire sans contact physique avec le monde extérieur. Ça représente une hausse de 150% en 8 ans. Alors comment expliquer cette explosion de la solitude chez nos aînés? Et surtout, quel levier activer pour inverser la donne? Pour répondre à ces questions, j'accueille 3 invités. Jean-Luc Brustis, bonsoir. Vous êtes directeur pour la région sud-ouest de l'association Petits Frères des Pauvres. Merci beaucoup. À ma gauche, Harmonie Le Cerf-Meunier, vous êtes adjointe au maire de Bordeaux chargée de l'accès aux droits, des solidarités et des seniors. Et également avec moi, Dominique Saïta, vous êtes animateur en Gironde du CNAV. Il s'agit du Conseil national autoproclamé de la Gironde. C'est un mouvement citoyen qui vise à imposer les seniors dans la construction des politiques publiques qui les concernent. Merci à tous les trois pour votre participation. La première question, elle est pour vous, Jean-Luc Brustis. 750 000 seniors en mort sociale. Mort sociale, ça veut dire quoi ? Alors, la mort sociale, c'est quand on n'a plus de relation avec différents cercles de sociabilité. Et nous, on en a identifié 4, la famille, les amis, les associations et le voisinage. Voilà. Et lorsque, effectivement, on est coupé de ces cercles de sociabilité, eh bien, on est en situation de mort sociale. Voilà. Donc 750 000. Pour se représenter ça au niveau de la Nouvelle-Aquitaine, c'est, si on rapporte à la population âgée, c'est 60 000 personnes. Voilà. Comment expliquer ? Ça fait la ville de Niort. Ça fait conséquent. Comment expliquer justement que cet isolement social, au fil des années, il augmente ? Alors, il y a plusieurs explications. Effectivement, on est dans une société qui vieillit. Hein. Il y a une transition écologique, mais aussi une transition démographique qui s'installe à bas bruit, mais elle est là. Voilà. Donc, effectivement, la pyramide des âges est en train d'augmenter, et de fait aussi, donc, ce phénomène d'isolement. Il y a aussi sûrement quelque chose qu'on n'a peut-être pas vu arriver, c'est le Covid. Le Covid a cassé des relations et on disait que la vie allait reprendre après cette période-là. Et bien finalement, on se rend compte que non, ça n'a pas été si simple. Il y a sûrement des répercussions plus durables sur les relations entre les personnes. Et puis il y a d'autres phénomènes, effectivement, notamment en Nouvelle-Aquitaine, on se dit que l'éloignement familial joue un petit peu plus que sur d'autres régions en France. Des personnes qui viennent prendre leur retraite en Nouvelle-Aquitaine, parce que c'est un territoire attrayant, effectivement, pour les retraités, mais qui, en même temps, se coupent et du cercle familial, et sûrement aussi du cercle relationnel qu'ils avaient là où ils étaient avant. Harmonie Le Cerf-Meunier, par définition, l'isolement, il se vit dans le silence. Comment on fait pour détecter les personnes qui en souffrent ? Alors, dans une collectivité, dans une mairie, on a l'obligation d'avoir un fichier pour les canicules. C'est une obligation légale qui découle de la canicule de 2003. Et nous, on a rajouté des questions dans ce fichier pour vraiment poser la question de l'isolement des personnes, puisque être sensible ou être en vulnérabilité à la chaleur, au phénomène climatique intense, ne dit pas grand-chose en fait sur l'isolement et le sentiment de solitude. Donc nous, on demande aux gens s'ils sont isolés, s'ils sont seuls et s'ils se sentent seuls. Et ça nous permet de savoir qu'à peu près un tiers de notre fichier, on est à 3600 personnes sur notre fichier, environ un tiers souffrent d'isolement. Les conclusions de ce baromètre, Dominique Saïta, il dit en quelque sorte que plus on vieillit, plus on est mis au banc de la société en quelque sorte ? Je pense qu'il y a, par rapport au changement démographique dont M. Brustis parlait tout à l'heure, le fait qu'il y a de plus... On vieillit beaucoup plus tard. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont se retrouver vraiment seuls, et même parfois sans leurs enfants, parce qu'ils ont vieilli et que leurs enfants sont morts entre-temps. Et donc, je pense qu'il y a cette difficulté-là. Et actuellement, c'est vrai que quand on est dans le grand âge, on se retrouve vraiment tout seul, ou alors parqué dans un EHPAD avec interdiction de sortie et interdiction de beaucoup d'activités sociales. Et je pense qu'on en trouve un certain nombre aussi dans ces établissements. Je vous pose la question à tous les trois. Quel est l'impact sur l'état psychologique, sur la santé des personnes qui souffrent d'isolement ? Est-ce qu'on arrive à le quantifier ? Alors on sait, il y a des études internationales qui le démontrent de plus en plus, que l'isolement social est mortel.
Alors, parce que effectivement, ça impacte la santé à différents niveaux. On pense effectivement peut-être sur la dépression, et on sait très bien que la dépression chez les personnes âgées, c'est un phénomène très important. Et on ne parle pas du suicide des personnes âgées, mais il existe. J'allais dire, la moyenne nationale, elle est bien supérieure pour les seniors par rapport aux autres catégories d'âge. Et les tentatives de suicide chez les personnes âgées vont plus souvent au bout que chez les populations plus jeunes. Et il y a un deuxième phénomène qui apparaît, et notamment dans le sud-ouest, on s'en rend compte un petit peu plus actuellement, c'est la mort solitaire qui s'installe à bas bruit. C'est un phénomène qui est déjà référencé au Japon notamment, mais petit à petit on s'aperçoit, et pour l'instant il n'y a pas de statistiques officielles là-dessus, c'est uniquement à travers justement les médias qu'on s'en rend compte, mais voilà que effectivement on a retrouvé cet été à Agen dans un immeuble une personne âgée décédée depuis plusieurs semaines. Et ce phénomène-là, il s'installe progressivement, il est inquiétant. Parce que, effectivement, la canicule de 2003 nous a montré qu'on pouvait mourir dans un isolement en étant totalement ignoré. Mais là, maintenant, c'est un autre phénomène qui est en train de s'installer. Voilà. Quel rôle peuvent jouer les communes pour tisser le lien social qui manque à ces personnes ? Alors nous, ce que l'on peut faire, c'est avoir des propositions d'activités collectives. On a aujourd'hui à Bordeaux 25 échoppes seniors qui sont des lieux où on peut se restaurer, où on peut faire des activités. Il y a des activités gratuites, il y a des activités payantes, il y a des repas. Et tout ça avec une tarification solidaire. Les repas, c'est de 2 à 7 euros, donc c'est vraiment accessible pour toutes les personnes. Et puis on peut aussi, parce que la question de la solitude, c'est quand même un phénomène de société qui est provoqué par une société où les gens sont un peu en repli sur eux-mêmes. Donc nous, on peut travailler à impulser des choses collectives, notamment autour de l'isolement des seniors. Et par exemple, on l'a fait avec les petits frères des pauvres, ou comme ce week-end avec le salon du CNAV, lancer aussi des mouvements collectifs de repérage des seniors avec les gardiens d'immeubles, avec les conciergeries, avec les associations et avec les citoyens des quartiers, vraiment quelque chose autour du voisinage pour repérer, pour orienter. Et puis aussi, on parle des seniors, mais il y a toutes les personnes qui sont autour, et notamment les aidants. Nous, on a lancé un comptoir des aidants pour aider, orienter les seniors. C'est la journée nationale des aidants lundi d'ailleurs. Voilà, c'est ça. C'est des gens qui sont très importants et qui eux aussi s'épuisent. Et un autre impact sur la vie des seniors quand on est isolé, c'est l'incapacité d'avoir recours aux services publics, d'avoir recours même parfois à remplir des papiers, avoir des changements d'adresse, le maintien pour sa pension de retraite. Et donc cet isolement, il provoque aussi des dégâts parfois administratifs. Donc avoir des aidants et les aider, les encourager, les accompagner est très important. L'accompagnement, allez-y. Dans le même ordre d'idée, on s'est aperçu justement à travers ce baromètre que ce qu'on pensait un phénomène derrière nous, la relation à Internet, on disait, bon, effectivement, avec l'avancée des générations, l'électronisme va diminuer. Eh bien non, on est en train de s'apercevoir que chez les populations âgées, on a encore un phénomène important d'électronisme. Or, c'est inquiétant parce qu'effectivement, on voit bien qu'on a de plus en plus recours, ne serait-ce que pour le médecin, aux outils numériques. Et là, c'est encore un vecteur d'exclusion. Votre baromètre, il pointe justement le manque de cohérence politique, de stratégie nationale pour prendre à bras-le-corps ce sujet. Ouais. Vous le constatez au quotidien ? Moi, je dirais que la question est plus compliquée que ça. C'est-à-dire que on peut mettre en place des systèmes sociaux, on peut lancer des politiques publiques territoriales, que ce soit au niveau local ou un peu plus large. En fait, pour atteindre une personne isolée, il faut être très proche d'elle. Et donc, dans notre perception, c'est de dire, on voit ce qui marche. On l'a vu dimanche, avec ce qui se passe à Créon, par exemple, ou sur la communauté de communes de Castillon-Pujol. Il y a une alliance entre opérateurs sociaux, associations, communautés locales et la population. Et là, se dégagent des groupes de personnes, le plus souvent des vieux, des jeunes vieux, si on peut dire, qui se mettent à la disposition et qui vont aller repérer les personnes isolées dans leur entourage. Et donc, en mobilisant à la fois les intervenants médico-sociaux, les intervenants sanitaires, les médecins, les infirmières, ou les aides à domicile,
on peut avoir de l'information et ensuite, en tant que citoyen, on peut s'engager et apporter le soutien à une politique publique. Mais la politique publique sans les citoyens n'a pas de sens et ne peut pas marcher. C'est en ce sens-là qu'il faut mobiliser les vieux pour que, effectivement, ils participent en intragénérationnel au confort de leur catégorie, je dirais. Harmonie Le Cerf, comment réussir à mobiliser les citoyens alors que le baromètre révèle que, par exemple, un tiers des personnes souffrant d'isolement ne voient pas même leur famille ou leurs propres amis. Si la famille, ses amis, entre guillemets, ne font rien, comment mobiliser des citoyens qui n'ont aucun rapport direct avec ces personnes? Comment on fait? Alors la question du voisinage et des citoyens qui sont vigilants de leurs voisins, c'est quelque chose qui nous remonte, nous, beaucoup des gens. Dans les quartiers, dans les réunions de quartier, il y a une vraie envie de faire attention. Les gens ont quand même un bon souvenir de la canicule de 2003 qui avait beaucoup marqué. Et donc nous, on a ces remontées et puis on a des associations qui se montent, notamment le réseau Mona Lisa avec les Petits Frères des Pauvres. Et ces questions de collectifs vigilants autour des voisins seniors, et c'est une vraie envie du terrain. Il y a un autre point important qui est que nous devons œuvrer pour normaliser les corps vieux sur l'espace public, dans la société, dans les espaces communs, parce qu'aujourd'hui on est dans une course à la jeunesse, faut pas avoir de cheveux blancs, faut pas être gros, faut pas avoir de rides, et puis finalement les vieux ils se sentent périmés, ils se sentent pas beaux, ils se sentent inappropriés et encombrants, et ça c'est un vrai problème dans notre société. Donc faut permettre aux gens faut leur dire qu'ils font partie intégrante de la société, que c'est ok d'être vieux, d'être jeune dans l'espace public, dans nos événements, dans les événements culturels, et ça c'est un vrai travail collectif qu'on a à faire. Dominique Sectra. Je vais vous donner un exemple, mais il y a encore quelques années, quand j'étais dans un groupe, une association, je disais « c'est plein de vieux, c'est pénible ». Et puis, j'ai pris conscience, en fait, de ce que j'étais moi-même, et maintenant, je me dis « chouette, il y a plein de vieux, on va faire des trucs ensemble ». En fait, il y a même l'image que les vieux ont d'eux-mêmes est à faire évoluer. En fait, on est... Surtout à mon âge où on n'a pas encore de perte d'autonomie, on est en pleine forme, on n'a plus d'obligations professionnelles, on peut choisir les activités qu'on va mener. Je veux dire que c'est un bon moment. Et donc, il faut qu'on en profite pour se dire comment je prépare la suite, comment je peux participer au bien-être de mes congénères, autres vieux qui vont plus ou moins bien. Et je trouve que c'est un vrai... pour moi, ça a été une vraie révélation de m'apercevoir que j'étais vieux, en fait. Jean-Luc Boussis, est-ce que vous avez des exemples concrets pour justement changer le regard des seniors sur eux-mêmes? Alors, c'est ce qu'on essaie de faire en donnant la parole, un petit peu comme le CNAV, c'est donner la parole aux personnes âgées elles-mêmes. La semaine prochaine plutôt, le 7 à Senon et le 8 à Talence, on produit une pièce de théâtre qui reprend 6 recueils de vie de personnes âgées. Et ça a été mis en texte et mis en scène ensuite par une troupe de théâtre qui s'appelle 7 Humains, soutenue par la commission des financeurs de Gironde. Et c'était vraiment l'objectif de donner la parole aux personnes âgées, qu'elles soient elles-mêmes actrices de leur propre vie. Voilà. Mais il y a aussi, et c'était le fil conducteur du contre-salon des vieux et des vieilles, c'est effectivement les décisions aujourd'hui qui concernent les personnes âgées devraient être prises en accord avec les personnes âgées. Voilà. L'invisibilité des personnes âgées dans la cité, elle existe. On parle des quartiers prioritaires de la ville. On en parle à travers la question du chômage, de la délinquance des jeunes. Et on essaie d'associer un petit peu les trois en même temps, en plus, ce qui est délétère. Mais il y a aujourd'hui des personnes âgées dans les quartiers sensibles qui sont là, dans les étages, et quand l'ascenseur ne marche plus, c'est elles les premières qui sont impactées par ça, parce qu'elles ne font plus de courses et elles sont assignées à résidence. Or, dans ces quartiers-là, c'est entre 20 et 30% aujourd'hui de personnes âgées, et ça va monter. Justement, est-ce que ça ne pose pas aussi la question des aménagements à faire pour les habitats, ou même repenser nos territoires? Je vois par exemple dans ce baromètre que la disparition progressive des commerces de proximité
Ça participe à la disparition de ce lien social. Il y a un vrai travail à faire au niveau des communes aussi sur l'aménagement du territoire et des quartiers. Bah oui, et puis ça fait partie de la normalisation des corps vieux dans l'espace public, c'est d'avoir des espaces publics qui sont accessibles. Nous, la ville de Bordeaux avait un grand retard. Alors là, on a beaucoup travaillé. On est passé de 20 à 158, par exemple, établissements publics qui sont adaptés aux seniors. On travaille sur les mobilités. On a mis en place au quartier du Grand Parc, suite à la première semaine de l'isolement, des vélos-taxis qui permettent aux gens de se déplacer à la demande. Il y a un vrai travail à faire pour permettre aux gens de sortir... d'aller à un rendez-vous médical, de sortir du quartier. Et pour ça, il faut des aménagements. Inventer aussi des lieux de vie intergénérationnels, c'est la clé. Ouais. Et surtout des lieux de vie qui reviennent dans le centre-ville. Parce que quand on voit les EHPAD ou les résidences autonomie éloignées du centre, c'est les gens qui ont les moins de moyens de se déplacer qui se trouvent à distance des commerces. Donc il y a aussi à repenser ça, sachant que la difficulté sur les établissements accueillant des personnes vieilles, que ce soit une résidence autonomie ou un EHPAD, c'est de savoir quelle est la bonne taille et quel est l'accompagnement qu'on va leur apporter, sachant que une des difficultés les plus importantes, me semble-t-il, c'est que quand vous passez à un certain niveau de perte d'autonomie, tout ce que vous avez gagné en relation en étant dans une résidence, vous le perdez en partant dans l'EHPAD qui est à 500 mètres, 1 km ou 5 km de là, et vous repartez à zéro dans la relation et dans le lien. Et ça, c'est une vraie difficulté. Donc, comment réussir à faire des habitats où on peut passer toute sa période de vieillesse jusqu'à la fin, et pas d'étape en étape, passer d'une maison d'accueil à une résidence autonomie, puis un EHPAD, et puis après, c'est fini. Après. Se développent de plus en plus dans le pays des habitats, justement, qui mélangent vieux et jeunes. Vous avez des dispositifs similaires à Bordeaux sur cette solidarité intergénérationnelle ? Alors oui, on a des personnes jeunes, des étudiants qui sont dans certains de nos établissements seniors, dans nos résidences autonomie. Et puis là, on a un projet temporaire. On a une résidence autonomie très en centre-ville, pour le coup, Cour Alsace-Lorraine, qui va être vidée entièrement de ses habitants pour des gros travaux de structure. Et en attendant, on reloge les personnes temporairement. Et dans les appartements vides, on a mis des familles qui étaient des familles avec enfants scolarisés dans nos écoles et qui se retrouvaient sans logement. Et donc, on a 3 familles qui vivent avec des seniors dans une résidence autonomie et ça se passe très bien. Ils ont passé tout l'été ensemble et il y a un vrai bénéfice. Et d'ailleurs, les seniors en ont parlé dans le journal. Il y a un vrai bénéfice à avoir des vies de famille au milieu des établissements seniors. Ce genre de dispositif, il retarde les entrées dans les EHPAD. Je voulais vous poser la question des finances publiques. Ça coûte cher, finalement, pour nos finances, l'isolement des personnes âgées. J'ai vu qu'aux États-Unis, il y avait une étude qui révélait que, en moyenne, ça coûtait 7 milliards d'euros par an, l'isolement des personnes âgées au système de santé américain. On a un ordre de grandeur en France ? Alors, je ne suis pas économiste et je ne vais pas répondre à votre question. Je suis incapable de chiffrer, mais justement, c'est une demande que présente l'association des petits frères des pauvres, c'est chiffrons le coût de l'isolement social en France, peut-être en Europe aussi, mais on peut imaginer que si on met bout à bout les questions de santé physique, mentale, la question aussi de la perte d'autonomie, je pense que ça va se chiffrer avec plusieurs zéros, cette affaire-là. Ça serait intéressant d'en prendre conscience pour se dire que l'isolement social est un fléau pour les personnes, mais sûrement pour la société. Cet argent, c'est quoi ? C'est les hospitalisations qui sont évitables, c'est les entrées en EHPAD qui sont trop prématurées. C'est ça, cet argent qui pèse ? Oui, bien sûr, oui. Et puis tout simplement, se dire qu'une personne âgée qui vit, qui a donné à la société dans sa vie active et qui se retrouve tout d'un coup isolée chez elle, c'est quand même un drame humain. Et c'est une perte, je pense, pour la société. Tout simplement. Ça, c'est pas chiffrable. Dominique Sacta, est-ce qu'il n'y a pas du coup un sentiment un peu d'ingratitude ? C'est-à-dire que toute sa vie on a travaillé, on a participé à l'effort collectif et puis finalement, passé un certain âge, on nous oublie. Ouais. Je dirais pas... Enfin, je dirais
moralement, c'est pas acceptable. En même temps, je dirais que c'est aussi parce qu'on oublie de regarder un peu plus loin que le bout de son nez. Parce que les personnes de 90 ans maintenant, elles sont nées il y a 90 ans. On savait qu'elles seraient là, enfin, pas tout à fait dans la mesure où l'espérance de vie a augmenté, mais on sait à peu près à l'avance combien on va avoir de vieux cette année, dans 5 ans et dans 15 ans. Et on n'a pas du tout anticipé ce vieillissement important de la population, la montée en âge de la pyramide des âges. Et je pense que on est un peu démunis, on n'a pas prévu. C'est vrai qu'il faut un peu d'argent et que l'argent, on ne sait pas où le prendre en ce moment. Bon, je dis pas qu'il faut pas en prendre un petit peu aux vieux actuels. Je dirais, je suis prêt à être solidaire, à condition que ça soit bien à ça que ça serve. C'est-à-dire que si on prend un petit peu aux personnes vieilles qui ont des revenus, il ne faut pas que ça aille ailleurs que, justement, pour tous ces vieux qui sont en situation difficile. Harmonie Le Cerf, on a compris que ce problème il coûtait cher. Est-ce qu'en revanche, apporter des solutions, ça coûte aussi cher ? Est-ce qu'on peut trouver des solutions rentable économiquement? Non, la prise en charge de personnes qui sont en situation de vulnérabilité, soit pour des questions de santé, soit pour des questions, pour des questions de vieillesse, oui, ça coûte cher. Ça coûte cher, c'est le principe de la sécurité sociale. Les retraites aussi, ça coûte de l'argent à celles et ceux qui cotisent, mais c'est une nécessité et c'est aussi la base, le socle de notre contrat social. Par contre, on a beaucoup de personnes âgées qui sont pauvres, qui n'ont pas les moyens. Le minimum vieillesse, il est en dessous du seuil de pauvreté. Et ça, oui, ça coûte cher, parce que ce sont les personnes qui sont le plus en difficulté, qui ont leur santé qui décline le plus rapidement, qui sont dans des logements qui ne sont pas adaptés. Qui sont plus concernés par l'isolement. Oui, qui sont plus concernés par l'isolement. Donc il y a aussi ces vulnérabilités qui s'accumulent et qui mettent les gens en situation de précarité. Donc oui, ça coûte cher, mais c'est de l'argent bien investi, parce que c'est de l'argent investi dans notre humanité, dans notre société, dans nos différentes générations. Il reste 1 minute 30, je voudrais rester quand même sur une note positive. Est-ce que vous avez des motifs d'espoir ? Est-ce que c'est quelque chose qui peut changer favorablement dans les prochaines années ? Bien écoutez, hier après-midi, on était sur la place Fernand Lafargue à Bordeaux avec un schnock café et il y a plusieurs jeunes qui sont venus, qui se sont attablés et qui ont parlé effectivement de comment ils vivent aujourd'hui la société et qui parlaient aussi de leurs grands-parents. Et j'ai été agréablement surpris de sentir justement le questionnement, dire pour l'instant ils vont bien, mais demain, qu'est-ce qu'on va apporter comme solution ? Et moi, quelle va être ma part, qui suis là, mes parents sont loin, mes grands-parents sont encore peut-être plus loin, mais j'ai envie maintenant d'y réfléchir et de trouver quelque chose pour que mes grands-parents, et donc peut-être plus largement l'ensemble des vieux et des vieilles, puissent effectivement avoir une fin de vie digne et agréable. Dominique Sacta, le mot il est pour vous, le mot de la fin est pour vous. Et quel message vous voulez envoyer aux Girondins pour lutter contre ce fléau ? Je dis rien pour les vieux sans les vieux, mais surtout, je pense que on voit des populations qui se mobilisent sur certains secteurs de la Gironde. Je pense que si on étend ce type d'expérience, on avancera bien. Eh bien, merci beaucoup, ce sera la conclusion. Merci à tous les trois pour votre participation et merci à vous également pour votre fidélité. Dans quelques instants, vous avez rendez-vous avec Cléa Dufoy pour la météo, puis ce sera 19h Sport avec Dorian Malvezin. Moi, je vous retrouve à 19h30 pour un nouveau journal, avant Hebdo Écho à 19h45, suivi de Mode d'emploi à 20h. Restez bien avec nous, l'information continue sur TV7.